Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche sur le plateau de Sagesse Bouddhiste pour une émission peu ordinaire puisque nous accueillons ce matin Thine Rinpoche, reconnu comme Tulku, la réincarnation d'un grand maître, dès l'âge de 3 ans par le 16e Karmapa et par le précédent Kalu Rinpoche. Il est l'un des seuls occidentaux de ce rang dans l'ordre Karma Kagyu, l'une des 4 lignées majeures de transmission du bouddhisme tibétain. Il a souhaité s'arrêter avec nous sur la manière dont on peut définir et comprendre le bouddhisme aujourd'hui, que ce soit dans sa philosophie comme dans sa pratique. Quelles sont alors les différentes caractéristiques spécifiques au bouddhisme? De quels a priori souffre-t-il? Quelle conduite adopter en tant que bouddhiste? C'est ce que je vous propose de voir dès à présent avec notre invité. Thine Rinpoche, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous enseignez dans des centres bouddhistes et des universités aux États-Unis, en Asie et en Europe, tout en continuant votre pratique personnelle, très importante à vos yeux. Et je précise par ailleurs que vous consacrez beaucoup de temps à différents travaux de traduction, en ayant donc de cesse de souhaiter approfondir votre compréhension du bouddhisme. Oui. Alors, avant d'entrer plus profondément dans le thème de cette émission, est-ce que vous pourriez revenir avec nous sur votre parcours qui est pour le moins original ? C'est vrai, c'est assez original. Donc, tout a commencé avec mes parents, en fait, qui sont devenus bouddhistes, qui font partie de la première génération des bouddhistes occidentaux. Mon père a fait la rencontre du 16e Karmapa lors de sa première visite en Europe, donc dans les milieux des années 70. Et suite à cette rencontre, il m'a amené, moi et ma mère, en voyage en Asie, pour faire la connaissance du 16e Karmapa. C'est alors aussi que nous avons rencontré le vénérable Kalu Rinpoche. Et j'ai été par la suite amené à voir le 16e Karmapa. Donc, pour faire une longue histoire courte, assez spontanément, alors que le 16e Karmapa était un homme d'une grande présence, je suis allé auprès de lui et je me suis assis naturellement sur ses genoux et il m'a transmis alors spontanément le refuge bouddhique et par la suite m'a reconnu en tant que Tulku. Donc toute l'histoire a commencé à partir de là. Et donc vous avez ensuite suivi le précédent Kalu Rinpoche pour commencer votre formation de Tulku. Oui, c'est-à-dire que mes parents avaient une grande dévotion pour Kalu Rinpoche et une très grande confiance en lui. Donc c'est naturellement à lui qu'ils m'ont confié pour mon éducation bouddhique. Et donc très jeune, à partir de 3 ans, j'ai commencé à passer de plus en plus de temps avec Kalu Rinpoche. Et il avait une très grande affection pour moi et donc a tenu à m'amener avec lui lors de tous ses voyages et j'ai eu le privilège d'écouter tous ses enseignements, etc., d'être auprès de lui durant presque une dizaine d'années. Et donc ensuite, il décide de vous envoyer en France, à Montchardon, auprès de Lama Tenzang. Voilà. Donc après, il a souhaité que je puisse aussi suivre une formation occidentale, traditionnelle. Et donc pour faire cela, il était plus approprié d'être en Europe. Et donc un de ses disciples, Lama Tenzang, avait la confiance de Kalu Rinpoche et donc il a voulu que je sois avec lui pour pouvoir aussi continuer d'étudier les textes traditionnels, bouddhiques, etc. Donc j'ai ensuite vécu à Montchardon, dans l'Isère. Et alors vous-même, ensuite, vous avez vraiment souhaité continuer à approfondir ces études philosophiques également en Occident. Pourquoi c'était si important pour vous? Après être resté à Montchardon, je suis retourné étudier en Inde auprès de, par exemple, l'abbé du monastère du Karmapa et d'autres érudits bouddhiques. Et je suis venu en France, à Paris, pour suivre une éducation en philosophie et je voulais aussi connaître l'approche, disons, des études bouddhiques dans le cadre scientifique. Donc j'ai aussi étudié un peu l'histoire du bouddhisme, du Tibet, etc. à Paris. Alors revenons maintenant au thème de cette émission. Vous avez souhaité donc nous parler du bouddhisme aujourd'hui, ce que l'on entend par bouddhisme. Oui. Pourquoi avoir voulu aborder ce terme? Est-ce que c'est parce qu'il y a justement beaucoup d'a priori sur le bouddhisme selon vous, Rinpoche?
Oui, en fait, je ne sais pas si on peut dire beaucoup d'a priori, mais disons qu'en Occident, on catalogue le bouddhisme en tant que religion. Et donc tout de suite, on a une certaine idée qu'il y a un certain nombre de dogmes dans le bouddhisme qui sont des croyances fondamentales. Par exemple, on associe tout de suite l'idée de réincarnation avec le bouddhisme, etc. Mais et aussi, je crois que c'est quelque chose de culturel, que le bouddhisme, être bouddhiste en fait, cela implique de devenir tibétain ou adopter une autre culture que la culture française ou une culture occidentale. Et en fait, si on regarde bien l'enseignement bouddhique, il n'y a pas ce genre de nécessité d'adopter une autre culture. Aussi, l'enseignement bouddhique ne correspond pas tout à fait à l'a priori qu'on a par rapport à une religion. C'est-à-dire que en Occident, on a souvent fait la distinction entre religion et philosophie. C'est-à-dire que les dogmes d'une religion ne pouvaient être expliqués par la raison. Et donc, c'était en quelque sorte le domaine du cœur. Or, dans le bouddhisme, toutes les thèses bouddhiques doivent être appuyées par la raison. Et les maîtres aujourd'hui avancent même que si une des thèses bouddhiques s'avérait, comment dirais-je, réfutable, dans ce cas-là, il serait abandonné. Par exemple, la question des naissances successives, qu'il y ait une vie après la mort, etc. Justement, quelles sont les spécificités du bouddhisme? Alors peut-être qu'on peut regarder du côté de la philosophie tout d'abord. Eh bien, en termes de philosophie, évidemment, il y a de très nombreuses écoles bouddhiques, des écoles tant philosophiques que des traditions, des lignées différentes. Mais si je puis dire, le fond commun de toutes ces traditions, les thèses fondamentales du bouddhisme peuvent se réduire à 4 thèses. La première, c'est que toute chose conditionnée est impermanente. Donc c'est l'idée que en fait toutes les choses qui sont composées de causes et de conditions sont de ce fait-là, du fait d'être ainsi composées et conditionnées, par leur nature même impermanente, c'est-à-dire qu'ils vont changer indépendamment d'accidents extérieurs, de par eux-mêmes. Deuxième thèse importante, c'est que nos afflictions, c'est-à-dire par exemple l'ignorance, de même que le désir attachement, la haine, sont tous vecteurs de souffrance et de mal-être. Ainsi, si une telle affliction s'élève, par exemple si la haine s'élève en mon esprit, dès ce moment-là, j'éprouve de la souffrance, du mal-être. Et tout ce que je vais faire par conséquent, c'est-à-dire les actes verbaux et physiques de violence, auront toujours une conséquence négative pour moi et pour les personnes autour de moi. Troisième thèse, c'est que en fait l'éveil est la paix véritable. Donc ça c'est notre point peut-être un peu plus difficile à comprendre et expliquer, mais il s'agit essentiellement de notre esprit. L'éveil n'est pas un paradis, n'est pas un ailleurs, ni quelque chose que quelqu'un peut nous donner. C'est tout simplement la véritable nature innée de notre esprit et actualiser les qualités innées de notre esprit. Nos qualités innées sont caractérisées par la paix. On peut trouver la paix véritablement. Et le quatrième point, donc? Le quatrième point est beaucoup plus philosophique en ce sens, c'est l'idée que tout phénomène, que ce soit notre esprit, ainsi que le monde qui nous entoure, sont dépourvus de soi et sont vacuité. Donc ici, par vacuité, il faut entendre que les choses n'ont pas d'existence inhérente. C'est-à-dire qu'une existence autonome. Si on regarde tous les phénomènes, de même que notre esprit, en tant que phénomène efficient et efficace,
donc en ce sens réel, si je puis dire, eh bien, tous ces phénomènes sont composés, conditionnés. Ils n'existent pas autonomement. Par exemple, mon esprit n'existe pas autonomement, ni, par exemple, la chaise, la table n'existent indépendamment de toutes ces parties. Par exemple, cet instant de conscience et d'expérience dépend de l'instant passé de conscience. Donc de la même manière, si l'on examine aussi bien intérieurement qu'extérieurement tous les phénomènes, on ne peut trouver une existence autonome, inhérente, qui existe par soi. Donc ça veut dire que tout est interdépendant. C'est l'idée de la vacuité. Une des idées, enfin, on peut dire que interdépendance et vacuité sont synonymes. Alors venons-en maintenant à la spécificité du bouddhisme en ce qui concerne la pratique. Qu'en est-il ? Si vous regardez par exemple l'image du Bouddha, vous verrez qu'il est assis dans la posture de la méditation. Donc la méditation tient une place extrêmement importante dans le bouddhisme. Comme nous pourrions dire d'un chrétien qu'il n'est pas chrétien s'il ne prie pas, de même on pourrait dire d'un bouddhiste s'il n'est pas bouddhiste s'il ne médite pas. La méditation tient une place fondamentale. Mais est-ce que c'est unique au bouddhisme ? Non, il y a beaucoup d'autres traditions qui pratiquent la méditation. La spécificité de la méditation bouddhique, c'est qu'elle doit être associée à la sagesse, au développement de la sagesse. Donc la sagesse est liée à cette idée de la vacuité dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est-à-dire ne pas se méprendre, ne pas s'égarer à propos aussi bien de soi que des phénomènes. Ça, c'est un des points très importants, je pense, la spécificité de l'enseignement du Bouddha. Comment reconnaître la réalité telle qu'elle et surtout arriver à développer une sagesse ou une approche par laquelle l'on ne s'égare pas, l'on ne se méprend pas au sujet de soi-même et de la réalité. Donc cette méditation doit être liée également à une certaine éthique finalement, c'est ça? Oui, la méditation c'est essentiellement la concentration, arriver à stabiliser son esprit, arriver à maintenir l'esprit dans un état de quiétude. Et qui servira de base pour le discernement, qui comprend la réalité telle qu'elle. Mais ici, par sagesse, c'est une compréhension non conceptuelle qui est visée. Maintenant, l'éthique est encore en quelque sorte la fondation pour pouvoir entreprendre tous ces exercices. L'éthique... Le but de l'éthique, c'est s'éviter de souffrir davantage et de trouver un bien-être relatif. Donc, pour résumer en un mot, c'est la non-violence. Ne pas nuire et de faire de mal à d'autres êtres sensibles. Ça aussi, l'on le trouve par exemple dans d'autres religions, telles dans le jaïnisme. Mais dans le bouddhisme, cette non-violence s'étend aussi à soi-même. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se nuire à soi-même. Le Bouddha a rejeté par exemple les pratiques ascétiques de jeûner excessivement ou de mortifier son corps, etc. sont entièrement rejetées par le bouddhisme. Donc c'est une voie du milieu entre deux extrêmes, une vie consacrée simplement au plaisir et l'autre extrême qui serait l'extrême de l'ascétisme. Très bien. Écoutez, je vous remercie infiniment, Thiner Rinpoché, pour tous ces éclaircissements. Je vous en prie. Merci à vous. Et si vous souhaitez approfondir ce thème, voici quelques conseils de lecture. De Jean-Pierre Schnetzler, Le bouddhisme expliqué aux Occidentaux, simple vérité pour une pratique au quotidien, chez Dervy. N'est pas bouddhiste qui veut, de Tsongar Jamyang Khyentse, publié aux éditions du Nil. Et enfin, de Dzogchen Ponlop, Le Bouddha rebelle sur la route de la liberté, chez Belfond. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Merci à tous de votre fidélité. Nous vous retrouvons la semaine prochaine.